I give the floor to the ambassador of Senegal to Tunisia, Madame Ramatoulaye Beffaye. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. Monsieur Wilfred, Amina, permettez-moi tout d'abord, à l'entame de mon propos, de réitérer les remerciements de m'avoir invité, mais également pour toutes les dispositions qui ont été prises pour l'accueil, l'hospitalité et tout. Et également, surtout, de m'avoir permis et donné l'opportunité de faire la rencontre de femmes exceptionnelles. Pourquoi exceptionnelles, je le dirai plus tard, mais également des hommes qui sont à nos côtés pour nous soutenir et pour donner encore toute la pertinence qui fait qu'aujourd'hui nous sommes là pour échanger, mais également mettre dans le panier de notre réflexion toutes les bonnes pratiques qui seront peut-être dupliquées et nous servira de référentiel pour les générations futures. Vous m'avez invité pour aborder avec vous un thème, perspective féministe dans les relations internationales, de la diplomatie au plaidoyer pour l'égalité. J'imagine c'est par rapport à mon parcours de diplomate, bien sûr. Le thème qui est proposé ne manque ni de pertinence, ni de relevance, surtout placé dans deux domaines complémentaires, les relations internationales et la diplomatie. Comme vous le savez, les conditions dans lesquelles les femmes se battent pour une reconnaissance de leur statut social, de leurs conditions d'existence, de reconnaissance, de travail, d'exercice de leur citoyenneté, conquise de haute lutte dans certaines parties du monde, mais également de déni dans d'autres, nous interpellent. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, vous me permettrez juste de décliner ma méthode pour aborder ce sujet. Je me suis dit, et je crois que Madame le ministre gouverneur l'a évoqué tout à l'heure en posant une question. Dans cette salle, qui peut dire quelles sont les conventions qui ont été signées et qui sont en faveur de la femme? Je ne pense pas. Même moi qui suis juriste de formation, je ne pourrais pas les réciter les yeux fermés. C'est pour cette raison que je me suis dit, je vais faire un bref état des lieux avant, par la suite, de parler de l'expérience du Sénégal en matière de défense des droits humains et notamment ceux des femmes. Comme vous le savez, il est largement admis que la protection des droits de la femme est essentielle pour garantir la contribution des femmes au développement, à la paix et à la sécurité. L'ONU, dès sa création, il faut le dire, a reconnu ce postulat de base et en a fait un de ses objectifs. Dès 1946, la Commission de la condition de la femme, principal organe intergouvernemental mondial, dédié exclusivement à la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes, a été mise sur pied. Dans les années 70, on a vu la multiplication des mouvements féministes un peu partout dans le monde. Et c'est dans ce même sillage qu'est déclaré par l'Assemblée générale des Nations unies Année internationale de la femme pour intensifier l'action nécessaire à la promotion de la femme. C'est vous dire que dès 1975, il y a eu ce bouillonnement intellectuel pour dire que la femme a sa place, la femme est un acteur de développement. C'est ainsi que la première conférence fut organisée au Mexique. D'ailleurs, je rends hommage à mon prédécesseur, Madame Maria Noël, qui a eu à parler de son pays, mais également de son expérience. Donc, la première conférence organisée au Mexique, avec comme résultat la proclamation de la décennie des Nations unies pour la femme, de 1976 à 1985, avec la mise en place d'un fonds de contribution volontaire pour son financement.
Et en 1979, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la première convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. Cette convention, qui a été considérée comme la pierre angulaire de tous les programmes des Nations unies en faveur de la femme. Plus de 185 pays sont partis membres à la Convention. Pour vous dire combien le rôle et la place de la femme importaient en ces temps-là. Et en 1985, s'est tenue à Nairobi la conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la décennie des Nations unies pour la femme. Le mouvement pour l'égalité des sexes avait alors pleinement acquis une reconnaissance au sortir de Nairobi. Il a été adopté des stratégies prospectives d'action pour la promotion de la femme. Et l'année 2000, ce plan a ouvert de nouvelles perspectives. La 4e conférence, celle de Beijing, je suis sûre que tous ici, nous connaissons ou nous maîtrisons les conclusions de cette première, bon, pas première, mais 3e conférence qui s'est tenue en Chine. Et il faut le dire, à la suite de cette rencontre à Beijing, il en est sorti un plan stratégique de 2022 jusqu'en 2025 et il y a eu d'autres conférences de Beijing. Là, je crois qu'on en est à conférence Beijing 10, si je ne m'abuse. Et je parle sous le contrôle de Madame le ministre, gouverneur, qui est une pionnière dans ce qu'il est convenu d'appeler la bataille des femmes. Mais bien sûr avec les hommes, hein, docteur. Et la résolution du Conseil de sécurité 1322 sur la femme et la paix et la sécurité montre à souhait ce qui s'est fait. Mais il faut le dire, le constat est amer. Beaucoup de travail a été fait depuis la création de l'ONU. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous sommes là, aujourd'hui, réunis pour partager nos expériences, mais également pour décrier l'état des droits des femmes. Parce que, comme vous le savez, l'inégalité persiste. L'inéquité est là. Et nous le vivons tous les jours, dans notre quotidien, dans notre profession respective et dans bien des domaines. Et je dois dire qu'aujourd'hui, ce qui fait le moteur de ces rencontres-là, c'est de voir comment peser pour changer les choses. Je viens d'un pays et d'une partie d'un continent, l'Afrique subsaharienne, de tradition culturelle, dans laquelle le statut de la femme a beaucoup évolué. En effet, un saut dans l'histoire du Sénégal montre le cheminement de certaines figures féminines dans les récits de fondation d'empire, des royaumes de la lutte contre la traite négrière, contre l'envahisseur durant la période coloniale. Ces figures, je vais en citer quelques-unes. Yacine Boubou, Aline Sitoé Diatta, qui très tôt a eu à revendiquer des droits politiques. Il y a également les femmes de Nder. Et à chaque fois qu'on célèbre au Sénégal la journée de la femme, communément célébrée le 8 mars, il est de bon ton de rappeler ce que ces femmes de Nder ont eu à faire. Pour ne pas être réduites en esclavage, ces femmes ont choisi de s'immoler. Pour vous dire à quel point les femmes peuvent prendre des décisions, mais également pour se sacrifier pour les générations futures, ce qu'elles ont fait. Et aujourd'hui, le 8 mars est le lieu pour célébrer ces femmes, mais également pour leur dire « votre sacrifice n'est pas vain ». Ah, je crois que je me suis un peu perdue dans mes faits, mais bon, je vais me retrouver. Donc aujourd'hui, au Sénégal, je dois dire, avec la volonté politique affirmée, nous avons eu à transposer toutes les conventions qui ont été adoptées au plan international et qui considèrent et qui sont en faveur des femmes. Nous les avons transposées, mais au-delà de cette transposition, une véritable politique a été mise en place, effectivement. Vous savez, quand on parle du Sénégal, on fait référence au plan Sénégal Émergence. Et ce plan vise
l'émergence à l'horizon 2030. Et dans ce cas, par rapport à ce projet-là, le chef de l'État est parti d'un diagnostic. Parce que, comme vous le savez, au Sénégal, dès le départ, dès 1975, on a eu des femmes pionnières qui se sont battues pour imposer et dire que la femme doit pouvoir trouver sa place. Et il faut le dire, parce qu'avant au Sénégal, si je consulte tous l'histoire sénégalaise, je me rends compte que les femmes occupaient cette place, mais du fait de l'islamisation, mais également du colonialisme. Parce que pendant cette période-là, imaginez que les autorités françaises ou européennes, je vais dire, pour ne pas singulariser, ont eu à imposer une loi au XIVe siècle pour interdire ou exclure complètement les femmes de la sphère politique. Et c'est ce qui s'est passé. Alors qu'avant cette période-là, les femmes sénégalaises décidaient et prenaient des décisions qui s'imposaient aux hommes. C'est vous dire qu'avec le colonialisme, le Sénégal a reculé. Mais aujourd'hui, après les indépendances, nous subissons toujours cette loi-là, qui n'est plus d'actualité, mais dans les faits, nous le vivons. Malgré qu'il y ait des politiques, bien sûr, et je l'ai dit tantôt, avec le plan Sénégal émergent, beaucoup de choses ont été faites. Il y a une volonté réelle. Si je vous donne un exemple dans le domaine de la diplomatie, en 2000, nous n'étions que 10 femmes diplomates. 10 femmes diplomates pour un effectif de plus de 500 personnes. Et une seule femme était en son temps ambassadeur, c'était Madame Claude Absa Diallo. Elle fut par la suite secrétaire générale de notre département. Et il a fallu attendre en 2021 pour voir le Premier ministre des Affaires étrangères sénégalaise. C'est vous dire combien il y a une iniquité, il y a une inégalité entre les femmes et les hommes. Mais cette tendance est en train d'être renversée, il faut le dire, parce que beaucoup de choses ont été faites. Et ça, nous le devons à des femmes pionnières qui, très tôt, se sont organisées, ont monté des associations, mais également ont pris leur bâton de pèlerin pour pouvoir vulgariser toutes les conventions qui ont été ratifiées par le Sénégal, pour dire aux femmes, vous avez votre voix et personne ne peut la représenter, pas plus que vous. Donc, vous devez pouvoir en parler. Et vous devez pouvoir également jouir de ces droits-là qui vous sont reconnus internationalement et nationalement. Ce qui se fait d'ailleurs. Et aujourd'hui, il me plaît de dire, au-delà de ces femmes pionnières, il y a au Sénégal une association qui rassemble les juristes. Et ces juristes-là font un excellent travail. Elles prennent les conventions, les décortiquent et les rendent et permettent aux femmes rurales surtout, parce que je m'adresse à cette cible-là qu'il faut vraiment s'adresser. Parce que nous autres, nous avons la chance de pouvoir, peut-être, à travers notre formation, notre cursus, de pouvoir s'ouvrir au reste du monde, de prendre par-ci et par-là pour pouvoir changer notre quotidien. Mais ces femmes rurales qui n'ont pas eu cette chance-là, qui triment même pour pouvoir jouir les premières valeurs, ou bien pour faire de telle sorte que leurs besoins, les besoins de base, soient satisfaits. C'est à ces femmes-là qu'il faille aujourd'hui s'adresser. Et comment s'adresser à ces femmes? C'est de faire de telle sorte que toutes les conventions qui sont ratifiées par nos pays respectifs soient à leur portée. Et comment faire? C'est aux femmes pionnières, intellectuelles, de tous bords, de pouvoir se réunir et de faire de telle sorte que la vulgarisation de ces droits puisse être à la portée de ces femmes. Et pour que ces dernières s'approprient de ces droits et puissent les revendiquer à tous les niveaux de la société. C'est à ce moment-là qu'on aura réussi. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, ça fait très longtemps que nous crions sur tous les toits qu'on n'est pas respecté, on n'est pas pris au sérieux. Et les choses ne changent pas. Mais les choses ne changent pas parce que toutes les femmes ne se donnent pas. Il n'y a pas une synergie qui fait qu'il y ait cette
dynamique-là qui puisse faire changer les choses. Il ne faut pas qu'on se cache derrière des mots. Et il ne faut pas qu'on ait une démarche esthétique, juste pour plaire. Non. Nous avons notre mot à dire. Nous devons pouvoir compter. Quand il y a la guerre, on fait recours à qui? On pense d'abord aux femmes, même si on nous qualifie de couches vulnérables. Mais au fond, la paix, qui en est les bâtisseurs? C'est les femmes. Madame le ministre gouverneur me dira que je fais appel souvent à elle. C'est la pionnière. Et en plus, ce matin, elle nous a parlé du vécu ivoirien. Quel rôle ces femmes ont joué? Je pense que cela peut servir d'exemple pour bien d'autres pays. Je ne saurais terminer sans pour autant faire quelques recommandations, parce que je me dis, cette assemblée-là, son objectif, c'est de nous permettre d'échanger et qu'au sortir de ces rencontres, que nous puissions, chacun dans son domaine, se dire « j'ai pris un plus » et voilà les prochaines étapes que je pourrai développer pour améliorer la condition féminine. Pour moi, je pense que beaucoup de pays ici présents ont eu à signer différentes conventions. Et parmi ces conventions, il y a ce qu'on appelle la cellule genre. Et les pays membres de ces conventions on leur a recommandé d'instituer ces cellules dans les différents départements ministériels pour permettre qu'il y ait cette égalité, à égal diplôme, égale compétence. Je ne sais pas si ça se fait dans certains pays. Le Sénégal a commencé. Nous avons un peu partout dans les différents départements ministériels une cellule genre qui prend en charge cette question-là et propose des solutions. L'autre bonne pratique que je voudrais partager ici, c'est une vulgarisation des conventions et également leur appropriation. Et pour parler également aux jeunes générations qui sont extrêmement versées sur le numérique, il serait bien que dans nos pays respectifs et en collaboration avec les associations et les ONG, que nous puissions développer des plateformes interactives, que la femme qui se trouve au Panama puisse savoir ce qui se passe au Sénégal ou en Côte d'Ivoire et voir ce qui se fait comme bonne pratique pour pouvoir les prendre et les dupliquer chez elle. Je pense que comme ça, on pourra y arriver et bien sûr sans oublier l'aide des hommes qui nous accompagnent. Parce qu'il faut le dire, sans vous, nous ne pourrons pas réussir toutes seules. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Ramatoulaye.